Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Aujourd'hui, le compteur Linky. Enedis m'a proposé de venir à l'Enedis Lab, le laboratoire où est testé le compteur et qui se situe sur la région parisienne. Et là, vous allez me dire, c'est pas un tout petit peu polémique comme sujet, t'es sûr de ton coup? Bah déjà on a tendance à l'oublier avec le Linky, mais c'est pas un produit qu'on cherche à vendre, c'est une mission de service public. Tout le monde va avoir un compteur Linky chez soi, il y en a déjà chez 8 Français sur 10. C'est construit en France et le tout est encadré par la loi française et régulé par la Commission de régulation de l'énergie. Ça ne veut pas dire que si c'est français c'est automatiquement parfait bien sûr, mais disons qu'on a un petit peu plus de contrôle sur les Linky et l'infrastructure derrière que cette chose. Linky a été mis en place dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, via la directive européenne du 13 juillet 2009, qui prévoit la mise en place de systèmes de comptage intelligents dans les pays membres, avec pour objectif la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies bas carbone. Le compteur a aussi un rôle dans le réseau électrique et ça on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est intéressant. Pour tout ce qui concerne la santé et les ondes, je vous mets une source dans la description, et pour ce qui est de la conception du compteur, vous avez la vidéo de la chaîne 2X Silicium qui en a démonté un. Bref, amis bidouilleurs et bidouilleuses, aujourd'hui on va parler d'un petit appareil vert que vous avez sûrement chez vous, et qui est une des clés de voûte du réseau électrique. En France, le réseau électrique est géré en deux parties. La partie transport de l'énergie, gérée par RTE, ce sont les lignes à très haute tension qui traversent la France ou les régions pour acheminer des grandes quantités d'énergie, et Enedis qui gère la très grande majorité de la partie distribution de l'électricité, c'est-à-dire jusqu'aux habitations, les commerces, les industries, etc. Cette partie du réseau fait plus de 1 350 000 km. Dans les Outre-mer, les réseaux sont gérés par des entités différentes. Sur le site d'Enedis, on trouve une carte interactive qui permet de visualiser ce réseau. Par exemple, sur la ville de Nîmes, où j'habite, une ligne de 225 kV arrive à l'extérieur de la ville, dans un gros poste électrique, puis ce sont des lignes de 20 000 volts qui acheminent l'énergie jusqu'au transformateur de quartier. Ce transformateur abaisse la tension à 400 volts triphasé ou 230 volts monophasé pour les petits consommateurs comme les maisons. Donc les gros consommateurs, qui sont en triphasé, ont droit au compteur Linky triphasé. C'est un compteur Linky en plus gros. Et pour les clients qui consomment encore plus, par exemple les industriels, on passe sur d'autres compteurs communicants, mais c'est pas des Linky. Et le réseau se termine à ce fameux compteur électrique. Tout ce qui est avant compteur inclus, c'est pas à moi, et tout ce qui est après, c'est à moi. Enfin là, c'est pas vraiment à moi, mais à mon proprio, parce que je loue. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Enedis est donc l'entreprise qui s'occupe du réseau jusqu'au compteur d'électricité. Ce dernier appartient aux collectivités territoriales qui délèguent l'exploitation à Enedis. Ces dernières années, beaucoup de pays ont fait la transition vers des compteurs communicants. Ainsi, la loi prévoyait qu'en 2020, près de 80% des foyers européens soient équipés. En France, c'est le cas depuis octobre 2020. Il n'y a pas que l'électricité qui est concernée, puisque le gaz et l'eau utilisent aussi leurs propres compteurs communicants. En France, comme dans d'autres pays, le choix de communication utilisé est la technologie CPL. On va y revenir dessus. Concrètement, Enedis fournit un cahier des charges, et plusieurs entreprises se chargent de fabriquer les compteurs et les concentrateurs. Enedis a pour obligation de faire en sorte que tous les compteurs se comportent exactement de la même manière. Ainsi, si le micro-logiciel qui fait tourner le compteur est mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité, elle doit pouvoir être déployable sur absolument tous les compteurs Linky, quel que soit le constructeur ou la date de fabrication. Et donc pour être sûr que toutes ces séries de compteurs fabriqués par plusieurs constructeurs fonctionnent de la même manière, on fait des tests. Beaucoup de tests. J'ai pu donc mettre les pieds dans l'Enedis Lab. On teste principalement des compteurs Linky individuellement et en groupe. On a donc des pièces remplies de Linky et d'appareils de mesure. Un laboratoire, du matos, de la technique, bref tout pour faire une bonne vidéo sur le sujet. Je vous propose donc de découvrir le compteur au travers des tests qui sont faits au laboratoire. Cet endroit est le laboratoire de test unitaire, c'est-à-dire l'endroit où on va tester chaque Linky individuellement. Étant donné que les Linky sont construits par plusieurs constructeurs, il faut s'assurer que tous les Linky remplissent exactement le même cahier des charges. C'est pour ça qu'on a des baies de test où on va avoir un Linky donc d'un type avec un concentrateur, et on va faire différents scénarios de test pour vérifier qu'ils suivent bien le cahier des charges et qu'ils se comportent tous exactement de la même manière. Bien sûr, on ne teste pas tous les compteurs, on teste les différentes versions logicielles des différents constructeurs pour garantir leur fiabilité. D'un point de vue logiciel, le compteur Linky est en deux parties distinctes.
une partie dite de métrologie, à savoir une sonde qui va mesurer la puissance électrique consommée en temps réel, avec un micro-logiciel qui va compter la quantité d'énergie dans le temps. Alors ça c'est facile de mesurer l'énergie, ce qui est un peu plus difficile c'est de mesurer avec précision pendant toute la durée de vie du compteur, c'est-à-dire 20 ans minimum. C'est pourquoi la partie métrologie est certifiée par des laboratoires indépendants, qui garantit que la mesure est faite avec précision et tient dans le temps. D'ailleurs pour s'assurer que la mesure reste fiable, on vient prélever partout en France des Linky au hasard, et on leur fait passer une série de tests pour voir s'ils sont toujours bons. Vu qu'elle est certifiée, cette partie métrologie est identique sur tous les compteurs et ne bouge pas. Le reste est géré par un micro-logiciel à part. Et là, chaque constructeur peut choisir une approche différente, du moment qu'il respecte le cahier des charges, bien sûr. C'est cette partie logicielle qui est testée dans le laboratoire de test unitaire. Le compteur peut mesurer l'énergie en fonction de plages de temps qu'on nomme index, comme la nuit, les week-ends, etc. Quand vous prenez un contrat chez un fournisseur, par exemple heure creuse, heure pleine, ce dernier envoie une demande à Enedis qui met à jour le compteur avec le nouvel index. Et le détail important, c'est que si vous regardez l'index sur le Linky, vous verrez le nom de l'index, la consommation, mais pas le prix. Le marché de l'électricité est ouvert à la concurrence depuis quelques années, et dans le cadre de cette ouverture, Enedis sert d'intermédiaire le plus neutre possible entre le client et le fournisseur d'énergie. Autrement dit, Enedis en sait le moins possible. Il se contente juste de transmettre les index de consommation. Donc, si vous voulez connaître ce que vous avez à payer, il faut soit passer par le fournisseur, soit faire le calcul à partir de l'index. Le micro-logiciel du compteur gère d'autres fonctionnalités, comme par exemple la possibilité de couper le courant en cas de surtension sur le réseau pour protéger les appareils, et de remettre le courant automatiquement. Donc Enedis ne coupe le courant que dans des situations qui sont définies par les pouvoirs publics, sur demande des fournisseurs et en respectant la trêve hivernale. Le contacteur, appelé breaker du compteur, peut s'ouvrir pour assurer la sécurité de l'installation électrique, ou en cas de dépassement de la puissance souscrite sur l'abonnement, ou s'il n'y a pas d'abonnement. Pour ce dernier cas, c'est pour limiter ce qu'on nomme les pertes non techniques, c'est-à-dire les pertes d'électricité à cause d'erreurs de comptage, d'erreurs humaines ou de fraude. Et mine de rien, la Commission de régulation d'énergie parle de 8 TWh par an de pertes, soit l'équivalent de la consommation annuelle de plusieurs milliers de foyers. Et pour envoyer les index de consommation, Linky utilise le réseau de communication via le réseau électrique en utilisant la technologie du courant porteur en ligne, ou CPL. Plus précisément le CPL G3, qui est une norme internationale ouverte conçue pour la communication sur les réseaux électriques. Alors le CPL, on dirait de la magie noire, mais en fait le principe de base est relativement simple. Le signal du réseau électrique est une courbe sinusoïdale avec une fréquence de 50 Hz, c'est-à-dire que le motif du signal est répété 50 fois par seconde. Le CPL consiste à coder la communication sur l'onde de base avec un signal à une fréquence plus élevée. Le CPL utilisé par le Linky a une fréquence de 50 kHz. La 4G c'est entre 700 et 2600 MHz pour comparaison. La communication avec le compteur Linky est à double sens. Il peut envoyer des données et en recevoir, comme des mises à jour, la date et l'heure par exemple. Le compteur envoie via CPL un signal chiffré sur le réseau électrique vers le concentrateur qui gère une grappe de compteur. Le concentrateur est souvent installé dans le local où se situe le transformateur de quartier. Ça fait quand même pas mal de compteurs ici. On se situe dans l'environnement dense, donc il y a à peu près 700 compteurs dans la même pièce et le but de cet endroit, c'est de tester la communication du Linky avec le concentrateur qui va se trouver dans le transformateur de quartier. Entre chaque armoire, le signal va être volontairement atténué par un dispositif électronique qui permet de simuler 300 mètres de longueur de câble entre chaque armoire. Ce qui fait qu'entre le début et la fin de ce couloir, vous avez un peu plus de 1 km de distance de câble qui est simulée. Et le petit détail qui est assez intéressant, c'est que le signal d'un Linky peut être répété par un autre Linky, comme une sorte de course de relais, pour pouvoir envoyer le signal de loin et le recevoir directement au concentrateur. L'intérêt aussi de faire des tests à grandeur nature, entre guillemets, comme ça, c'est de vérifier la compatibilité entre les différents compteurs. Ce qu'on a fait sur ces panneaux, c'est qu'on a mélangé les compteurs entre eux, donc il y a du compteur monophasé, il y a du compteur triphasé de différents constructeurs à chaque fois, pour vérifier qu'ils arrivent bien à communiquer entre eux, qu'ils arrivent bien à envoyer le signal et à répéter le signal pour l'envoyer au concentrateur. Les Linky sont donc organisés comme dans la vraie vie, avec un concentrateur qui va s'occuper de toute une grappe de compteurs. Et 700 compteurs, ça fait son petit effet. Le tout est monitoré sur place. Les données de consommation ne sont pas envoyées en temps réel, elles sont envoyées une fois par jour dans la nuit au concentrateur. Ce dernier gère en moyenne une grappe de 50 Linky, et il y a plus de 700 000 grappes dans le réseau électrique de distribution. Une fois que le concentrateur a récupéré les données, il envoie ces infos au serveur d'Enedis via le réseau de téléphonie mobile.
Info qui ne représente que quelques kilooctets de données, hein. C'est juste des chiffres de consommation, pas une vidéo en 4K. C'est pour ça qu'on a sur internet la consommation de la journée précédente et pas de la journée en cours, même si on active l'option pour connaître sa consommation à la demi-heure. Et ça limite aussi énormément les possibilités d'analyser la consommation pour connaître les habitudes. En effet, difficile de savoir ce qu'on a fait précisément la veille avec un pas à la demi-heure, sachant que la loi interdit de descendre le pas de consommation en dessous de 10 minutes. En plus d'envoyer la consommation d'énergie, le compteur Linky envoie aussi un ping. Un ping, c'est juste un signal pour indiquer qu'il est là, qu'il existe. Et rien qu'avec ce simple signal, on peut identifier assez finement des problèmes. Si on perd 10 Linky d'un coup sur une grappe, par exemple, on peut déduire, en connaissant la position des compteurs, un périmètre où chercher la panne. Mais on peut aller encore plus loin. L'autre intérêt d'avoir un maillage fin de compteurs sur un réseau, c'est qu'en enregistrant l'état des compteurs sur une zone et en faisant des analyses statistiques, on peut réaliser de la maintenance prédictive. C'est-à-dire remplacer ou entretenir du matériel avant qu'il ne tombe en panne. On le faisait déjà avant, la différence c'est qu'on peut être plus précis car on peut déterminer les endroits où le matériel s'use plus vite avec des données récupérées sur les compteurs dans une zone. En fait, cet exemple montre l'intérêt de ce qu'on appelle les réseaux intelligents, ou smart grid. Historiquement, le réseau électrique a été construit dans une logique verticale. Les centrales électriques sont reliées aux lignes très haute tension du réseau de transport et, comme on l'a vu, l'énergie passe par les postes électriques jusqu'à la maison. On avait donc la production d'énergie d'un côté et la consommation de l'autre. Et les exceptions étaient rares. Mais avec le développement des énergies renouvelables comme les éoliennes et les panneaux solaires, on assiste à l'augmentation de la production d'électricité dite décentralisée. En 2010, la totalité de ces installations, qui vont du panneau solaire sur le toit du voisin au petit champ d'éoliennes, étaient d'environ 11 gigawatts, pour passer à 27 gigawatts en 2019. Et 95% de ces installations sont reliées sur le réseau d'Enedis. Parmi ces producteurs, 400 000 d'entre eux sont de petite taille. C'est en général des panneaux solaires sur des toitures. On est donc passé d'un réseau où on avait des grosses centrales, des gros producteurs qui produisaient beaucoup d'énergie sur le réseau, à un réseau où on a beaucoup de petits producteurs en plus des grosses centrales. Et de tels changements sur les modes de production affectent en profondeur le réseau électrique. La gestion devient plus complexe qu'avant car la production est plus diffuse et varie aussi beaucoup. D'où la nécessité de connaître finement ce qu'il se passe, du consommateur ou petit producteur jusqu'aux lignes très haute tension. Alors bien sûr, la surveillance automatique du réseau ne date pas d'hier. En revanche, l'augmentation des énergies décentralisées demande de créer un maillage de surveillance et d'automatisation beaucoup plus fin qu'avant. C'est ce qu'on appelle la smart grid, ou réseau intelligent. Un maillage de capteurs et d'actionneurs plus ou moins autonomes, gérés par des systèmes informatiques. Par exemple, chaque transformateur de quartier va être équipé de centrales de mesure, capables de mesurer certaines variables, comme la température du transformateur, la fréquence, la tension, l'humidité, etc. Pour illustrer ça, à l'Enedis Lab, on trouve un test sur un capteur d'inondation qui sera installé dans les postes électriques. On peut voir ça comme un réseau de communication, avec des capteurs et actionneurs qui se superposent au réseau électrique. Et le Linky fait partie de cette toile, avec le ping et la mesure de consommation ou de production. Au niveau des producteurs, comme ceux qui ont des panneaux solaires, pour vendre de l'énergie sur le réseau, il fallait au moins 2 compteurs. Un pour la consommation de la maison et un pour la production. Linky gère les deux avec un seul compteur, ce qui est quand même bien plus pratique. Bien sûr, les avantages d'un compteur communicant dans ce cas sont assez évidents. Du côté du réseau, c'est de connaître le potentiel de production solaire dans une zone, qui permet d'anticiper plus facilement les variations de consommation et de production. Et du côté du producteur, ça coûte moins cher à installer, ce qui est pas plus mal, et on peut superviser son installation grâce à un flux de données en temps réel sur le Linky qui s'appelle la téléinformation. Comme sur les anciens compteurs, le Linky donne accès à un contact sec, donc un interrupteur automatique, et un module de téléinformation accessible par fil ou en y ajoutant un module radio. Ce dernier permet de récupérer les données du compteur en temps réel, mais aussi d'avoir accès à 7 contacts virtuels. C'est-à-dire, comme le contact sec, ils peuvent prendre 2 valeurs, ouvert ou fermé, 0 ou 1, mais ces contacts sont virtuels, c'est-à-dire qu'ils passent par le bus de communication de la téléinformation au lieu de passer par un bornier physique. Ce petit montage est intéressant, c'est une simulation pour voir comment fonctionne le principe des contacts virtuels. Le montage est en 2 parties. D'un côté, il y a le Linky avec le disjoncteur qui appartient à Enedis, et de l'autre côté, on a un petit tableau électrique qui va représenter, on va dire, le tableau électrique qu'on a à la maison, par exemple. Et sur l'écran, on voit différentes icônes qui permettent de représenter les différents contacts virtuels que le Linky peut commuter. Et en fonction du scénario qui a été implémenté dans le Linky par le fournisseur d'énergie, on peut par exemple programmer via le gestionnaire d'énergie des scénarios. Par exemple, là on est en heure pleine, et ben on va couper des contacteurs parce qu'on paye plus cher l'électricité, donc on va couper des contacteurs et on va par exemple arrêter la recharge de la voiture, ou on va diminuer la température du chauffage. Je vous mets la liste des informations
que la téléinformation envoie. Vous pourrez faire pause si ça vous intéresse. Via ce système de contact, il devient possible d'inciter à consommer d'électricité à certaines périodes pour, par exemple, s'adapter à la production d'électricité renouvelable sur le réseau. C'était aussi le cas avec les forfaits heure creuse, heure pleine, par exemple, qui incitent à consommer pendant les heures creuses, c'est-à-dire pendant les heures où il y a le moins de monde qui consomme de l'électricité. Mais le Linky permet de faire ça de manière différente en fonction du fournisseur d'énergie. Concrètement, c'est avoir un forfait tarif réduit le week-end ou alors heure creuse et heure super creuse, ce genre de choses. On peut ensuite récupérer les infos du Linky et agir automatiquement sur le réseau électrique de la maison avec un gestionnaire d'énergie en programmant des scénarios. Par exemple, si je suis en heure creuse, alors je peux charger la voiture. Si j'ai une voiture électrique, bien sûr. Sinon, ça marche pas. On pourrait aussi se demander pourquoi le Linky ne fait pas directement gestionnaire d'énergie, ou ne propose pas un module pour faire ça. Eh bien parce qu'il ne peut pas interférer sur le marché des gestionnaires d'énergie. Il n'a légalement pas le droit de le faire. Je rappelle qu'Enedis doit être neutre. De plus, cette fonction de contact virtuel est encore trop peu utilisée par les fournisseurs d'énergie. Ce qui est dommage, car je trouve que c'est un levier important pour la transition énergétique. En parlant de charger ses voitures ou d'augmenter ou baisser sa consommation, il y a un laboratoire que nous n'avons pas encore visité. Ici, c'est le Smart Lab ou laboratoire en charge réelle. C'est l'endroit où on va vraiment tester les compteurs en conditions de consommation électrique, comme si c'était vraiment à la maison. Et on va utiliser bien sûr différents scénarios. Par exemple, on peut avoir ici de la production d'énergie par panneau solaire, ou alors on va simuler la consommation d'une voiture qui est en charge, ou on va simuler une consommation, on va dire, d'un foyer classique d'une maison. Et pour faire cette simulation, on doit réellement consommer de l'énergie. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle des bancs de charge, c'est-à-dire des appareils qui vont consommer de l'énergie au rythme où on leur dit, à la puissance qu'on leur dit. Cette partie du laboratoire était la plus impressionnante, avec une alimentation électrique de forte puissance et des bancs de charge pour simuler la consommation. On peut reproduire la consommation d'un gros logement avec toutes les spécificités de chaque appareil. Toutefois, ce n'est pas ici que l'on pousse le compteur Linky dans ses retranchements. Ce n'est même pas à l'Enedis Lab, mais dans des locaux équipés pour faire des tests extrêmes. Ça paraît pas, mais le compteur peut évoluer dans des milieux assez rudes. Comme quand il est installé dans une armoire à l'extérieur, il peut subir des températures de plus de 40 degrés en été et négatives en hiver. Il doit malgré tout continuer à fonctionner normalement. On va aussi mettre à l'épreuve son pouvoir de coupure, c'est-à-dire s'il est capable de couper le courant dans des conditions extrêmes, comme en cas de court-circuit. Ainsi, le compteur Linky passe des tests avec une intensité de 5000 A, ce qui correspond à 50 fois la puissance maximale admise par le compteur. Mais malheureusement, je n'ai pas pu visiter ce laboratoire car il n'était pas au même endroit. Mais bon, on a vu le plus important en matière de tests. C'est plus de 50 personnes qui travaillent dans l'Enedis Lab. Au début construit uniquement pour le compteur Linky, désormais d'autres projets sont développés ici, comme les autres types de compteurs pour les gros consommateurs. On trouve aussi des paillasses avec des tests ponctuels sur des éléments spécifiques, comme ici sur ce Linky triphasé. Ouais, de suite, sans son boîtier, il a pas du tout la même tête. En plus de faire compteur, Linky est aussi une passerelle entre le réseau électrique et la maison. Et l'aspect communicant du compteur apporte une nouvelle manière d'envisager la consommation, comme se fixer un seuil de consommation par mois, ou de voir rapidement si on a réduit sa consommation ou pas. Et comme on l'a vu dans cette vidéo, il est aussi un outil du réseau électrique, permettant un contrôle plus fin de toutes les parties du réseau, pour pouvoir gérer l'équilibre entre consommation et production, et augmenter la fiabilité du réseau électrique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Enedis de m'avoir ouvert les portes de ce lieu et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.